Je m'appelle Antoine. Et si je devais être totalement honnête, je dirais que la vie m'a appris très tôt que l'on ne peut compter que sur soi-même. J'avais 9 ans lorsque mon père, Marc, est mort subitement d'une crise cardiaque. Jusqu'à ce jour-là, mon enfance avait été normale, insouciante. Mais dès l'instant où ma mère, Isabelle, a reçu l'appel qui allait bouleverser nos vies, tout a changé. Elle se retrouvait seule avec moi et ma petite sœur, Sophie, et une montagne de factures qu'elle ne savait pas comment payer. Isabelle était une battante. Elle cumulait 3 emplois, secrétaire en journée, caissière dans un supermarché le soir et femme de ménage dans un hôtel les week-ends. Elle faisait tout pour nous, mais je voyais bien qu'elle s'épuisait. Elle rentrait tard, les pieds gonflés, affichant un sourire qu'elle forçait pour nous rassurer. Pour Sophie et moi, elle était une héroïne, mais je savais qu'elle ne tenait qu'à un fil. Cette période a forgé la personne que je suis devenue. Alors que les autres enfants jouaient au foot après l'école, moi, j'apprenais à cuisiner, à faire la lessive et à aider Sophie avec ses devoirs. L'indépendance n'était pas un choix, mais une nécessité. J'ai grandi en portant des responsabilités qui ne devraient pas incomber à un enfant, et pourtant, cela m'a donné une force dont je ne soupçonnais pas l'existence. À l'école, je n'étais ni le plus populaire, ni celui qui faisait le plus de bruit, mais j'étais celui qui ne lâchait rien. Mon père m'avait toujours dit avant sa mort que le travail acharné était la clé du succès, et je m'accrochais à ses paroles comme à une bouée de sauvetage. Je me suis battu pour réussir, et lorsque j'ai été accepté en faculté de droit à Paris, j'ai eu du mal à y croire. Les études de droit étaient difficiles, mais j'étais plus déterminé encore. Sans aide financière, sans personne pour me soutenir, je devais tout affronter seul. Je passais mes journées en cours, mes soirées à travailler dans une bibliothèque et mes week-ends à faire des recherches pour un cabinet d'avocats. Ce n'était pas une vie glamour, mais c'était la preuve que tout ce que ma mère m'avait appris portait ses fruits. Mais cette période de ma vie m'a aussi transformé. J'ai appris à tout contrôler, à ne compter que sur moi. Je ne laissais personne entrer dans ma bulle. Prendre des décisions seul, résoudre des problèmes sans demander d'aide, c'était devenu mon mode de fonctionnement. J'avais bâti un mur invisible autour de moi, une armure qui me protégeait, mais qui me coupait aussi des autres. Jusqu'à ce que je rencontre Clara. Clara est entrée dans ma vie lors de ma 3e année à l'université. Elle était tout mon opposé, spontanée, lumineuse, le genre de personne qui attire naturellement les autres. Nous nous sommes rencontrés lors d'un débat sur un sujet juridique brûlant. Elle défendait l'opinion inverse de la mienne, et je me souviens encore du moment où elle m'a coupé avec un sourire amusé pour contre-argumenter d'une façon si brillante que j'ai été obligé de sourire à mon tour. Après le débat, nous avons commencé à discuter. Elle étudiait la communication et rêvait de travailler dans les relations publiques. Clara était ambitieuse comme moi, mais là où je me débattais dans les eaux tumultueuses de l'ambition, elle surfait dessus avec aisance. Elle vivait pleinement, sans s'encombrer d'un poids invisible comme moi. Notre relation SS développée rapidement. Avec elle, j'apprenais à lâcher prise. Elle organisait des escapades surprises, me forçait à danser sous la pluie, m'apprenait à vivre l'instant. Je suis tombé amoureux d'elle sans même m'en rendre compte. Quand j'ai terminé mes études et qu'elle a décroché son premier emploi dans un cabinet de relations publiques, nous nous sommes mariés. Une cérémonie intime, entourée de nos proches. C'était le plus beau jour de ma vie. Nous avions de rêves, de projets plein la tête. Clara croyait en moi, en mes ambitions, et elle m'a soutenu lorsque j'ai commencé à travailler dans un prestigieux cabinet d'avocats parisiens. Les premières années étaient parfaites. Nous étions jeunes, passionnés, et même si nous travaillions dur, nous trouvions toujours du temps l'un pour l'autre. Que ce soit pour des dîners improvisés ou de longues balades sur les quais de Seine, nous savions préserver notre amour. Mais avec le temps, quelque chose s'est fissuré. Ma carrière prenait son envol, et les exigences du cabinet étaient écrasantes. Les nuits tardives au bureau, les rendez-vous clients le week-end. Je voulais offrir à Clara tout ce dont elle pouvait rêver, et je croyais que mon travail était le moyen d'y parvenir. Mais en réalité, je m'éloignais d'elle, sans même m'en rendre compte. Clara essayait de comprendre, elle me l'a souvent dit. Mais elle avait besoin de présence, d'attention, de ce que je ne pouvais plus lui donner. Nos conversations s'y faisaient plus courtes, nos moments ensemble plus rares. Elle me disait qu'elle se sentait seule, qu'elle avait l'impression de me perdre. Je l'écoutais, mais je ne comprenais pas vraiment. Les tensions sont devenues plus fréquentes. Nous nous disputions pour des détails insignifiants, mais en réalité, la question sous-jacente était toujours la même. Pourquoi n'étais-je plus le même homme que celui qu'elle avait épousé? Je n'avais pas de réponse. Peut-être que, quelque part, j'avais vraiment changé. Après 5 ans de mariage, un soir, elle a prononcé les mots que je redoutais au fond de moi depuis longtemps. « Antoine, je crois que nous nous sommes perdus. » Il n'y avait ni colère ni reproche dans sa voix. Juste la vérité. Nous avions emprunté des chemins différents sans même nous en rendre compte.
Notre divorce a été étonnamment pacifique. Nous respectiens trop pour nous stecherer. Mais quand elle a quitté notre appartement avec ses valises, j'ai eu l'impression qu'elle emportait avec elle une partie de moi-même. Clara n'était pas juste ma femme. Elle était mon ancre, ma lumière dans l'obscurité. Et désormais, elle n'était plus là. Après notre séparation, je me suis réfugié dans le travail. Il était plus facile de me noyer dans les contrats et les audiences que d'affronter la douleur. Mais au fond, je savais que j'avais perdu quelque chose de précieux. Quelque chose que je n'avais pas su apprécier tant que je l'avais encore. Et maintenant, je suis seul. Avec mes réussites, mon succès, et un vide que rien ne peut combler. La vérité éclata un mardi. C'était l'un de ces jours où tout semblait aller de travers. Une audience interminable au tribunal, une panne informatique qui paralysait le cabinet. À bout de nerfs, je décidai de quitter le bureau plus tôt que prévu. Peut-être qu'une soirée surprise avec Clara apaiserait la tension qui s'était installée entre nous. Dès que je franchis la porte, un détail me frappa, le silence. Habituellement, Clara laissait toujours une musique en fond, ou bien j'entendais le bruit familier des couverts dans la cuisine. Ce soir-là, rien. J'appelai son nom, mais aucune réponse. Mon regard balaya le salon avant que je n'entende soudainement des voix étouffées, mais bien présentes. Elles provenaient de notre chambre. Mon cœur s'accéléra à mesure que j'avançais dans le couloir. La porte était entr'ouverte. Un mince filet de lumière filtrait à travers l'espace, accompagné d'un éclat de rire. Pas n'importe quel rire. Celui de Clara. Celui qui, autrefois, n'appartenait qu'à moi. Je poussai la porte et mon corps se figea. Là, devant moi, elle était dans les bras d'un autre homme. Un homme que je reconnus instantanément, Vincent, son patron. Il ne riait plus désormais. Je vis leur visage se décomposer en me voyant. Vincent en costume impeccable, Clara les cheveux en bataille et cet air coupable gravé sur son visage. Antoine. Commença-t-elle, mais je levai la main pour l'arrêter. Mon regard allait de l'un à l'autre, alors que mon esprit tentait de donner un sens à ce que je voyais. Ne me donne pas d'explication, dis-je d'une voix étonnamment calme, bien que chargée de rage contenue. Rien de ce que tu diras ne pourra justifier ça. Vincent, croyant sûrement pouvoir désamorcer la situation, fit un pas en avant. Antoine, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Je tournai lentement la tête vers lui et lui lançai un regard glacial, celui qui faisait taire les témoins les plus récalcitrants au tribunal. Tu devrais partir, dis-je d'un ton bas mais tranchant. Tout de suite. Il hésita, puis jeta un regard à Clara. Elle détourna les yeux, et il disparut sans un mot. Je restai là, face à elle, attendant qu'elle parle. Mais elle garda le silence. Finalement, un ricanement amer m'échappa. Depuis combien de temps? Antoine. Depuis combien de temps, Clara? Insistai-je, la voix plus dure. Elle baissa la tête, puis murmura. Quelques mois. Comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant des mois, elle m'avait menti, piétiné notre mariage et trahi tout ce que nous avions construit. Pourquoi? Soufflai-je, sans même savoir si je voulais entendre la réponse. Une larme coula sur sa joue, tandis qu'elle relevait les yeux vers moi. Je me sentais seul, murmura-t-elle. Tu étais toujours au travail, toujours ailleurs. Vincent emicatate. Il m'évoyait. Ces mots me brûlèrent, mais ce n'était pas une révélation. J'avais toujours su qu'elle souffrait de mon absence. Mais ça n'excusait rien. Ce n'est pas une justification, répliquai-je sèchement. Je n'ai peut-être pas été parfait, Clara, mais jamais je ne t'ai tourné le dos. Et maintenant? Je pris une inspiration et prononçai les mots que je n'aurais jamais cru devoir dire. Prends tes affaires. Je ne veux plus te voir ici. Antoine, s'il te plaît. Il n'y a pas de s'il te plaît, Clara, coupai-je. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Je quittai la pièce avant qu'elle ne puisse me voir craquer. J'entendais son appel derrière moi, sa voix brisée qui tentait de me retenir. Mais je savais que c'était fini. Ce soir-là, assis seul dans notre salon, je ressentis une étrange combinaison de douleur et de lucidité. J'avais aimé Clara, mais l'amour sans confiance ne vaut rien. Elle avait détruit notre relation, et en cet instant, je pris une décision. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un m'atteindre de cette manière. Quelques semaines après avoir chassé Clara de ma vie, je reçus un message qui allait tout changer. L'expéditrice s'appelait Maëlys, l'épouse de Vincent. Elle m'avait contacté via les réseaux sociaux avec un message simple et direct, « Nous devons parler ». J'hésitais. Je savais qu'elle était enceinte. Clara l'avait mentionné en tentant de se justifier, comme si cela devait m'attendrir. Mais étais-je prêt à replonger dans cette histoire? Finalement, ma curiosité prit le dessus et j'acceptai de la rencontrer.
Nous retrouvâmes dans un petit café en périphérie de Paris. Maëlys s'était déjà assise lorsque j'arrivai. Malgré sa grossesse avancée, elle était d'une élégance impeccable. Son regard exprimait une force tranquille, celle des gens qui ont enduré plus qu'ils ne l'auraient cru possible. Je pris place en face d'elle. Elle esquissa un faible sourire. « Merci d'être venu », dit-elle en enlaçant sa tasse de thé entre ses mains. « Ce n'est rien », répondis-je, toujours incertain des raisons de cette rencontre. « Que puis-je faire pour vous ?» Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage avant de parler. « Je sais pour Vincent et Clara », dit-elle enfin, sa voix posée mais empreinte de douleur. L'air sembla se raréfier. Je hochai lentement la tête. « Je m'en doutais », dis-je calmement. « Comment l'avez-vous découvert ?»« J'ai vu des emails », répondit-elle, sa voix tremblante. Il n'a pas été très discret. Et honnêtement, j'avais un pressentiment depuis longtemps. Ces mots résonnèrent en moi. J'avais ressenti cette même intuition avant que tout n'éclate au grand jour. « Je suis désolé que vous ayez dû vivre ça », dis-je sincèrement. Maëlys hocha la tête, reconnaissante. « Moi aussi. Mais je ne suis pas là pour chercher de la pitié. Je suis ici parce que nous avons un objectif commun. » Je fronçai légèrement les sourcils. « Lequel ?»« La justice, » dit Maëlys d'une voix posée. « Vincent et Clara nous ont trahis. Ils ne devraient pas s'en sortir sans conséquence. Je sais que vous êtes avocat, et je me suis dit, peut-être pourrions-nous collaborer. » Je m'adossai à ma chaise, laissant ces paroles résonner en moi. C'était une proposition surprenante, mais plus j'y réfléchissais, plus elle me semblait logique. Clara et Vincent avaient caché leur liaison si longtemps qu'il serait difficile de le prouver si nous agissions seuls. Mais ensemble, nous avions une chance. Que proposez-vous ? Demandai. Un éclat de détermination brilla dans ses yeux. J'ai déjà commencé à rassembler des preuves. Des emails, des relevés bancaires, des messages qu'il n'a pas pensé à effacer. Mais il me faut plus. J'ai besoin de quelqu'un qui sache comment exploiter ces informations. Je hochai lentement la tête. Et vous pensez que je peux vous aider ? Oui, répondit-elle sans hésiter. Vous connaissez Clara mieux que moi, et moi, je connais Vincent. Si nous combinons nos informations, nous pourrons réunir assez d'éléments pour les confronter à la vérité. C'était une décision difficile. Clara et moi étions encore liés, tant émotionnellement que légalement, et je savais que ce combat ne serait pas sans épreuve. Mais j'y voyais aussi une opportunité d'enfin tourner la page. D'accord, dis-je après un instant. Je suis partant. Dès lors, Maëlys et moi nous sommes mis à travailler ensemble, formant une équipe étrange mais soudée. Il était surprenant de collaborer avec la femme de l'homme qui avait ruiné ma vie, mais nous partagions une même détermination. Je l'aidais sur les aspects légaux. Comment sécuriser les preuves sans enfreindre la loi, comment préparer un dossier béton si nous devions aller en justice. De son côté, Maëlys avait un accès privilégié aux documents et appareils de Vincent. Elle était méthodique, méticuleuse. En quelques semaines, nous avions réuni un dossier accablant. Astérisque des emails détaillant leurs rencontres secrètes et leurs week-ends professionnels, qui n'avaient rien d'officiel. Astérisque des vidéos de surveillance montrant Vincent et Clara dans des hôtels et des restaurants en pleine complicité. Astérisque des messages personnels où ils parlaient ouvertement de leur liaison, de leur nuit ensemble, et même de Maëlys et moi, comme si nous étions les idiots de l'histoire. Lire ces messages fut une épreuve. Chaque mot était une lame enfoncée un peu plus profondément. Mais au lieu de me briser, cela me renforçait. Cette fois, j'avais le contrôle. Le jour tant attendu arriva. Après des mois de préparation, d'insomnie et de doute, je me retrouvai enfin face à Clara. Mais cette fois, dans un tribunal. Elle était assise à l'autre bout de la salle, aux côtés de son avocate. Vêtue sobrement, elle tentait d'afficher une posture de dignité, mais je la connaissais trop bien pour ne pas voir l'inquiétude dans ses gestes. Vincent, lui, était absent. Il était trop occupé à gérer les poursuites que Maëlys avait engagées contre lui. Voir Clara dans ce contexte était surréaliste. Cette femme que j'avais aimée, avec qui j'avais bâti une vie, était maintenant mon adversaire. Les audiences commencèrent méthodiquement. Mon avocat, un homme redoutable nommé Marc, exposa nos preuves avec précision. Astérisque les échanges de mailles compromettants. Astérisque les relevés bancaires confirmant leurs escapades. Astérisque les vidéos et messages qui ne laissaient plus place au doute. L'avocate de Clara tenta de minimiser l'impact des preuves, d'arguer qu'elles avaient été obtenues de manière discutable, mais Marc la déstabilisa rapidement. Ce dossier met en lumière un schéma clair, déclara-t-il en déposant la dernière pile de documents sur la table. Non seulement la défendresse a trahi son époux, mais elle a aussi tenté d'en tirer des avantages financiers. Clara resta impassible, mais je pouvais voir ses doigts jouer nerveusement avec son alliance,
devenue un vestige d'un passé révolu. Quand vint son tour de parler, elle adopta un ton doux, presque fragile. Elle expliqua qu'elle s'était sentie délaissée, qu'elle souffrait d'un vide émotionnel. Mais lorsque Marc lui demanda pourquoi elle n'avait pas simplement demandé le divorce au lieu de mentir pendant des mois, elle n'eut aucune réponse. Puis, le juge prononça son verdict. Après examen des éléments, il apparaît que la défenderesse a gravement manqué à ses obligations conjugales. En conséquence, le partage des biens sera ajusté en faveur du plaignant. 96% du patrimoine commun seront attribués à monsieur, contre 4% à madame. Clara blemiten entendant la sentence. Pour moi, c'était un soulagement, mais aussi une forme de clôture. Notre histoire était officiellement terminée. Maëlys, de son côté, livrait sa propre bataille. Elle ne se contentait pas d'un divorce. Elle réclamait la garde exclusive de son futur enfant, refusant que Vincent ait un quelconque droit sur lui. Avec les preuves que nous avions accumulées et son équipe juridique déterminée, elle obtint gain de cause. Vincent perdit non seulement son mariage, mais aussi tout droit parental sur l'enfant à naître. Une sentence sévère, mais Maëlys refusait qu'un homme aussi irresponsable ait un jour une influence sur son enfant. Quelques jours après le verdict, Maëlys et moi nous retrouvâmes dans ce petit café où tout avait commencé. Elle caressa doucement son ventre arrondi, un sourire fatigué mais soulagé sur le visage. « C'est fini », souffla-t-elle. Je hochai la tête. Oui, c'est enfin fini. Mais aucun de nous ne célébrait. Ce n'était pas une victoire éclatante, juste la fin d'un chapitre qui nous avait coûté trop cher. Nous parlâmes de l'avenir. Maëlys envisageait de quitter Paris pour recommencer ailleurs. Quant à moi, je n'avais pas encore de plan précis, mais une chose était sûre, plus jamais je ne ferais l'erreur de donner ma confiance aveuglément. Nous promîmes de rester en contact. D'une manière inattendue, nous étions devenus alliés, et même si nos chemins allaient se séparer, je lui étais reconnaissant. Le chapitre Clara et Vincent était clos. Maintenant, je devais découvrir qui j'étais sans eux. Les mois passèrent. Maëlys donna naissance à une petite fille, Léa, un matin glacial de novembre. Je reçus un message bref, mais chargé d'émotion. Elle est là. 3,2 kg, en parfaite santé, et magnifique. En lisant ces mots, une impulsion inexplicable me poussa à aller la voir. Sans même réfléchir, je pris la route de l'hôpital. Quand j'arrivai, Maëlys était allongée, Léa dans ses bras. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'un bonheur pur. Elle releva la tête et me regarda, surprise de me voir, avant d'esquisser un faible sourire. « Je pensais que tu ne voudrais pas de visiteur, » dis-je, incertain. « Tu n'es pas juste un simple visiteur, » murmura Maëlys. Je restai silencieux un instant, laissant ces mots m'atteindre. Puis, sans réfléchir, je pris Léa dans mes bras pour la première fois. Elle était si petite, si fragile. Et pourtant, en la tenant contre moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Après la naissance de Léa, je passais de plus en plus de temps avec Maëlys. Au début, c'était purement pratique. Je l'aidais avec les courses, m'occupais de petites tâches domestiques, ou veillais sur Léa pendant que Maëlys tentait de trouver quelques instants de répit. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus nos conversations devenaient profondes, plus notre lien se renforçait. Maëlys était une femme impressionnante. Elle faisait face aux défis de la maternité avec une force et une résilience qui forçaient mon admiration. Mais ce n'était pas seulement son courage qui m'attirait. C'était aussi sa façon de voir le monde, son optimisme malgré tout ce qu'elle avait vécu. Elle croyait encore en la beauté de la vie, et son rire suffisait à dissiper les ombres du passé. Notre relation évolua naturellement, sans précipitation, sans grande déclaration soudaine. Tout se fit par petits pas. Nous regardions des films ensemble après que Léa s'était endormie. Nous échangions nos avis sur des livres, partagions nos musiques préférées. Et un jour, il devint évident que je ne partais plus le soir. Pas seulement pour Maëlys, mais aussi pour Léa. Puis vint le jour où tout changea. Léa commençait à parler. Un matin, alors que je l'aidais à enfiler son pull, elle leva ses grands yeux vers moi et souffla un mot qui me bouleversa. « Papa !» Maëlys et moi nous figeâmes. Un silence suspendu dans l'air. Elle me regarda, guettant ma réaction. Je sentis mon cœur se serrer. Pas de douleur, mais de joie. « Ça ne te dérange pas ?» demanda-t-elle doucement. Je secouai la tête et esquissai un sourire. « Non, Maëlys. Ça ne me dérange pas du tout. » Ce jour-là, je compris que je ne voulais plus seulement être là pour Maëlys, mais aussi pour Léa. Elle faisait partie de ma vie désormais, et je ne pouvais plus imaginer un monde sans elle. Un soir, alors que nous étions installés sur le canapé, Léa profondément rendormie dans sa chambre, Maëlys se tourna vers moi. Elle hésita un instant, puis murmura. « Antoine. »
Je ne sais pas exactement ce que nous sommes, mais ce que je sais, c'est que ça me rend heureuse. Je croisai son regard et compris que nous ressentions la même chose. Moi aussi, répondis-je doucement. À partir de ce moment, nous cessâmes de lutter contre ce qui était évident. Nos gests devenrent plus tendres. Nos moments ensemble plus intense. Ce n'était pas une passion soudaine et dévorante, mais un amour construit sur la confiance, le respect et le partage. Les années passèrent, et j'étais là pour chaque étape importante de la vie de Léa. Astérisque son premier sourire. Astérisque ses premiers pas. Astérisque le premier jour où elle m'appela « papa », en sachant parfaitement ce que cela signifiait. Chaque instant avec elle me prouvait que j'avais tourné une page, que j'écrivais un nouveau chapitre que je n'aurais jamais cru possible. Maëlys et moi avions souffert, mais nous avions décidé de ne pas laisser notre passé définir notre avenir. Les années après la naissance de Léa passèrent à une vitesse folle. Maëlys et moi avions bâti, petit à petit, une vie qui nous ressemblait. Un après-midi, alors que Léa jouait sur le tapis du salon avec ses blocs en bois, Maëlys se tourna vers moi. Je reconnus immédiatement cet éclat dans ses yeux, un mélange de nervosité et de détermination. « Antoine », commença-t-elle, en entrelaçant ses doigts sur ses genoux. « Je veux te poser une question. »« Je t'écoute », répondis-je avec curiosité. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Que ressens-tu pour nous? Pour notre avenir ?» demanda-t-elle doucement. « Est-ce que tu penses que nous sommes complets ?» Je fus surpris par sa question, mais pas déstabilisé. Je réfléchis quelques secondes, puis souris. « Je pense que toi et Léa êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je pense que je ne pourrais plus vivre sans vous. » Elle me rendit mon sourire, les yeux brillants. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Et je crois qu'il est temps de faire les choses officiellement. » Mon cœur battit plus vite. « Tu veux dire ?» ?»« Oui, » dit-elle doucement. « Je veux que nous formions une vraie famille. Toi, moi et Léa. Avec tout ce que cela implique. » Je n'eus même pas besoin de répondre avec des mots. Je l'attirai simplement contre moi, et elle sut. 6 mois plus tard, nous nous retrouvâmes sous un grand chêne illuminé de guirlandes, entourés d'un cercle restreint de nos amis et de notre famille. Ce n'était pas une grande cérémonie extravagante, mais une célébration intime, à notre image. Maëlys et moi avions choisi des alliances entrelacées, symbolisant notre parcours, notre lien forgé dans la douleur et la renaissance. Alors que je glissais la bague à son doigt, je prononçais des mots qui venaient du plus profond de mon cœur. Avec cet anneau, je te promets de toujours être là, de te soutenir, de protéger la famille que nous avons construite et de ne jamais la laisser tomber. La voix de Maëlys trembla d'émotion lorsqu'elle répondit. Et moi, Antoine, je te promets d'être toujours à tes côtés, en tant que ton épouse, ta meilleure amie et la mère que Léa mérite. Ce fut le début d'un nouveau chapitre, un chapitre écrit non pas avec douleur et trahison, mais avec confiance, espoir et amour. Les années qui suivirent furent remplies de bonheur et de stabilité. Léa grandissait dans un foyer où régnait le rire et la chaleur. Je m'étais promis d'être un père présent. J'assistais à tous ces moments importants. Astérisque son premier jour d'école. Astérisque nos après-midi pluvieux à faire des gâteaux en famille. Astérisque ses premiers spectacles où elle cherchait mon regard dans la foule. Maëlys, elle, épanouie en tant que mère, trouva aussi un nouveau souffle professionnel. Elle devint auteure indépendante, écrivant sur la parentalité et les nouveaux départs. Ces articles touchèrent de nombreuses personnes, inspirant d'autres femmes à se reconstruire. Une nuit, alors que nous étions blottis sur le canapé, Léa entre nous avec un livre d'images, je regardai ma famille et ressentis une gratitude indescriptible. « Tu sais, Maëlys, » murmurai-je. J'ai cru que j'avais tout perdu quand Clara m'a trahi. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est grâce à cette douleur que j'ai trouvé ce qui compte vraiment. Elle serra ma main et répondit. Parfois, la vie nous fait prendre des détours. Mais ces détours nous mènent exactement là où nous devons être. Je regardai Léa sourire et sus, à cet instant, que Maëlys avait raison. Nous avions traversé l'orage et trouvé notre lumière. Quelques mois plus tard, par une matinée ensoleillée, je me tenais devant le tribunal. Cette fois, ce n'était pas pour une bataille juridique. C'était pour finaliser l'adoption de Léa. Maëlys me serra la main alors que nous attendions l'appel du juge. Elle savait ce que cela représentait pour moi, officialiser ce qui était déjà une évidence. Quand notre tour arriva, le juge nous observa avec bienveillance. « Monsieur Morel, êtes-vous prêt à assumer pleinement votre rôle de père pour Léa ?» Je regardais cette petite fille aux boucles blondes, assise sur les genoux de Maëlys. Elle me souriait, sans le moindre doute dans ses yeux. « Oui, » répondis-je sans hésitation. « Je suis prêt. » Le juge signa les papiers et déclara. « Felicitations. Léa Morel a officiellement un père. » Maëlys se tourna vers moi,
les larmes aux yeux, et murmura. Bienvenue dans notre famille, officiellement. Je déposai un baiser sur son front, puis sur celui de Léa. À cet instant, je compris que c'était la plus belle victoire de ma vie. Ce jour-là, je n'avais pas seulement adopté Léa. J'avais adopté un avenir que je n'aurais jamais imaginé, et que je n'échangerais pour rien au monde. Le soir venu, nous étions tous les trois assis sur le canapé, blottis sous une couverture, regardant un film d'animation. Léa, fatiguée, posa sa tête sur mon épaule et murmura, à demi endormie. « Bonne nuit, papa. » Je sentis mon cœur se serrer, mais cette fois, pas de douleur. Juste une paix profonde. Je croisai le regard de Maëlys, qui me souriait tendrement. À cet instant, je sus que tout était enfin à sa place. Nous avions traversé la tempête. Et aujourd'hui, nous avions un foyer, un amour inébranlable, et un avenir rempli d'espoir. Et cette fois-ci, rien ni personne ne pourrait nous l'enlever.